Donc on a des images de fiction et des images de documentaire. Bon, il faut quand même déjà le noter, soyons toujours très simples. Pas grand monde fait ça, et c'est tout à fait étonnant que pas grand monde fasse ça, puisque ce sont deux modalités fondamentales du cinéma. Pourquoi est-ce qu'elles sont, dans 95% des cas, séparées ? Pourquoi est-ce que les documentaires en général n'ont que des images documentaires et pourquoi est-ce que les fictions n'ont que des images fictionnelles, même s'il y a toujours des éléments documentaires dans une fiction, comme on sait, ne serait-ce que le corps de l'acteur, mais ou les paysages ou plein de lieux. Et très peu de gens ont l'idée, pourtant très simple, de mélanger les deux. En tout cas, elles sont, dans la majorité des cas, s'il y a des injections documentaires, elles le sont d'un point de vue fragmentaire, en fait. Oui, puis en général, elles sont pas mises sur le même plan. C'est ça qui est fort avec Gomch, c'est que les deux régimes sont égalitaires dans le film. Bon, moi, je vois quelques exemples. Je pense qu'un mec comme Serra est pas loin de faire ça. Il est jamais très loin d'alterner des purs plans documentaires et des plans qui sont quand même fictionnés, même si ça se joue pas du tout de la même façon que Gomch. Il y en a un autre qui le fait peut-être de façon plus proche de la facture de Gomch, c'est Marcello. Pietro Marcello, ouais. Évidemment, qui ajoute lui des images d'archives. D'ailleurs, là, il y a des images d'archives aussi, parce qu'il y a des images de documentaires qui ont été filmées par Gomch lui-même ou par son équipe quand il était rentré au Portugal. Mais il y a aussi des images d'archives à un moment, des images qu'il est allé chercher je sais pas où, et on sait que Marcello fait beaucoup ça. Il utilise beaucoup d'images d'archives. De Peretti avait fait ça dans son image aussi. Ouais, tout à fait. Mais alors là, de fait, c'est pareil, de façon un peu plus asymétrique, je dirais. Mais oui, tiens, comme par hasard, tu vois, on vient de citer 3 cinéastes qu'on aime quand même beaucoup et qui font ça. Et alors, est-ce que c'est parce qu'ils font ça qu'on les aime ? Moi, j'y vois plus un symptôme. Je dis, ça prouve bien que ce sont des gens quand même très ouverts sur toutes les possibilités du cinéma, quoi. Contrairement à d'autres qui se restreignent tout le temps, qui rentrent dans leur petite musique comme ça, formelle, et qui s'y tiennent. Moi, je le fais aussi de temps en temps, mais j'ai pas encore sorti de film en salle. C'est vrai. Mais dans ta vie même, il paraît que tu mélanges beaucoup de docu et fiction. Quand t'es au café avec des copains, il y a des moments où tu dis des trucs, c'est docu. Puis il y a d'autres moments, tu dis des trucs, c'est fiction. Ouais. Et les gens t'aiment beaucoup pour ça. Et personne voit la différence. Non, et tu nous embrouilles un peu, mais en même temps, ça te rend riche et profond. Bon, en tout cas, voilà, on se retrouve avec ce 2 fondamental. Alors, il y a 2, je dirais, configurations. L'alternance. On va alterner entre des images tournées avec des acteurs et qui racontent un truc, et puis des images documentaires. Mais il y a aussi parfois, et même le plus souvent, le mélange se fait dans la simultanéité même, puisque nous avons l'image docu et la voix off qui prend en charge la fiction. Molly faisait ceci, ce jour-là, Édouard s'était dit que, ou il se sentait malade, ou voilà. L'angle de la voix off, d'ailleurs, entre parenthèses, qui s'ajuste au pays dans lequel les images documentaires ont lieu. Et oui, nous avons plusieurs narrateurs qui se succèdent. Et bon, je pense avec une alternance d'ailleurs aussi d'hommes et de femmes. Ouais. Femme, homme, femme, homme. Ah, c'est alternance pure, tu dirais, toi ? Alternance pure, ouais. Ah ouais, c'est fort. Je l'ai vu 3 fois, donc... Ouais, non, mais moi, je l'ai pas vu du tout, donc forcément, t'es en avance. Parce que j'ai lu des trucs dessus, donc je peux essayer de continuer à faire semblant d'analyser. Non, alors, bon, évidemment, là, on arrive au cœur du truc, c'est-à-dire que tu as... On dirait du Godard, quoi. L'image, c'est le documentaire, le son, c'est la fiction. Enfin, bon, Godard pourrait dire le contraire aussi. Mais en tout cas, évidemment, on pourrait dire, de ce point de vue-là, que l'image documentaire va illustrer ce qui est raconté en fiction, c'est-à-dire elle sera un peu une espèce de support, mais qui aura à voir avec ce que raconte la fiction à ce moment même. Or, c'est rarement le cas. Le lien est souvent extrêmement ténu entre ce que raconte la voix off et ce qu'on voit à l'écran au moment où ce segment de voix off intervient. Il arrive même qu'il y a absolument pratiquement rien à voir, si ce n'est, bon, il y a un moment par exemple où il raconte, il y a une grande poussée comme ça fictionnelle ou narrative, où la voix off raconte qu'une nuit, Edward s'est retrouvé avec des espèces d'officiers britanniques ou je sais plus, enfin en tout cas des types qui traînaient dans le coin, ils se sont bourrés la gueule. C'est peut-être, alors dans mon souvenir c'est Saigon, mais comme tu l'as vu 3 fois et pas moi, je te fais confiance. Bah en fait quand t'as les plans en fait en tuk-tuk dans la ville à Bangkok, et il dit Edouard a rencontré ce mec-là qui lui-même lui a fait rencontrer plein de gens. Ouais, c'est ça. Et ça a été une nuit où ils ont bu, et notamment Fat Turtle qui a répandu la syphilis. Oui, un truc comme ça. Et après, enfin en tout cas moi dans mon truc à moi, parce que je suis un peu plus confus, mais ça se retrouvait sur un bateau, genre un peu aviné, puis finalement c'était un bateau japonais, le capitaine japonais les emmenait, etc. Et à l'écran, à ce moment-là, on a peut-être des plans de la même ville, mais vraiment absolument rien à voir. Entre donc les Philippines et le Japon, du coup. Alors, on est dans un schéma de disjonction, pour reprendre un terme de la modernité cinématographique. On disjoint le son et l'image. Alors parfois, il arrive que ça colle un peu plus. Je me souviens, mais c'est très rare en fait que ça colle. Il y a un moment où on nous raconte, la voix off nous raconte que Molly est allée voir un spectacle ce soir-là et qu'elle a vu, il y avait notamment un éléphant en papier mâché et que l'éléphant l'a beaucoup fait rire. Et là, pour une fois, à l'écran, on voit l'éléphant. Ça colle, ouais. C'est rare que ça colle. En général, ça décolle. Ça se disjoint. Alors, ça, c'est vraiment l'opération de la modernité, hein, une opération godardienne au possible. On va disjoindre l'image et le son. Ce qui est une façon quand même de rendre le cinéma à sa vérité.
C'est-à-dire, ben oui, le cinéma, notamment, d'ailleurs, originellement, il y avait une piste pour le son, puis une piste pour l'image. Et toute la ruse et le mensonge du cinéma et du montage, c'était de faire croire que l'une et l'autre allaient ensemble et qu'elles se rabattaient l'une sur l'autre. Et quand Godard arrive, ou d'autres expérimentateurs, et les disjoint, eh bien, il ne fait que rappeler qu'en fait, il y a un trucage à la base. Il débunk un peu le trucage, en quelque sorte. Et Gomsch, qui est un bricoleur comme Godard, presque un fétichiste du matériau, pratiquement, bah, il fait cette même opération. Alors, il faut toujours insister sur le fait que cette opération, elle a l'air toujours un peu, déconstructrice, c'est-à-dire un peu négative. C'est comme si on voulait un peu casser le jouet. On veut casser le jouet cinéma, on veut casser d'illusions. Et donc il y aurait quelque chose un peu, pas méchant, mais une espèce de force de négativité qui est très au travail. C'est pas vrai, c'est le contraire. Cette opération-là, elle permet de réouvrir les choses et d'augmenter le plan, pas du tout de le réduire. En fait, on décompose le plan, on le détruit pas. On décompose, on sépare l'image et le son, et on attend que entre les deux, il se passe des trucs. Il y ait du jeu, comme on l'a souvent dit à propos de choses qu'on aime bien. De Peretti faisait ça aussi d'ailleurs dans son image. Bien sûr, une dialectique se met en place et donc le plan s'enrichit en fait beaucoup plus qu'il ne se dévitalise. Il ouvre ses potentialités. Alors ça joue notamment parce qu'il y a évidemment une disjonction entre les deux temporalités. Les images documentaires, elles sont de 2019, 2020 pour la plupart. Et la fiction, elle est en 1918, avec ce que ça comporte de costumes ou autre, quoi. Et si tu mets une voix off qui raconte une fiction un petit peu qui évoque un peu les romans de Conrad de la fin du 19e, les romans un peu coloniaux ou post-coloniaux de Conrad, cette espèce de romanesque-là, en fait, il y a du romanesque. Et t'entends du romanesque dans cette voix off, quoi, parce qu'elle est très narrative, parfois elle parle au passé. Et à l'écran, t'as un truc un peu trivial. Un peu, quelqu'un qui est sur son marché, ou quelqu'un qui ou des bagnoles, ou des motos qui tournent en rond. Ou des gens qui font du karaoké. Voilà, des choses comme ça, un peu prosaïques. Et donc là, t'as la rencontre entre du très romanesque, un truc très littéraire, en quelque sorte, et quelque chose qui est alittéraire, le réel un peu brut. Et évidemment que de mêler les deux, ça permet de faire monter un peu en romanesque le prosaïque, de la même façon qu'inversement, parce que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, ouais. Ça permet de prosaïser le romanesque. Ça permet aussi un petit peu de relativiser, de le faire entendre un petit peu au premier degré et demi, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas le prendre pour argent comptant. Ça n'est jamais qu'une fiction, ça n'est jamais qu'un mot. Je pense qu'il a un rapport assez fort à la littérature. D'ailleurs, comme tu l'as dit, il est parti d'un récit, à mon avis, de la littérature de l'époque, la littérature coloniale, quoi. Puisque vu le titre, c'est quoi déjà un officier, un gentleman en Asie. Un gentleman, ouais. Gentleman en Asie, on dirait un roman de gare, quoi. On dirait vraiment Mogwai, c'était un diplomate aussi, un Britannique qui écrivait quand il était en poste. Il y a eu de toute façon toute une littérature du diplomate en poste et qui globalement se fait chier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, mais on a des tonnes y compris d'ailleurs des. Romain Gary, quoi. Romain Gary comme consul, absolument. Mais Laurence d'Arabie, c'est pas très loin de ça non plus. Tu vois, les grands diplomates anglais comme ça qui revenaient avec des récits de voyage, dont d'ailleurs le cachet ou le produit d'appel fondamental était ça va être exotique. Ils vont nous donner des nouvelles du monde un peu sauvage et sous-civilisé, où les gens ont des mœurs un peu bizarres, avec toujours une espèce de regard un peu en surplomb du diplomate britannique ou occidental. Paul Claudel a été un diplomate. Saint-Jean-Perse est un diplomate. On a aussi ça dans la poésie ou dans la littérature française. Bon, en tout cas, les deux choses jouent, et je crois que ce qu'essaie toujours de conjurer par sa forme même Gomsch, c'est l'idée que les choses seraient coïncidentes à elles-mêmes, qu'une chose ne serait qu'elle-même. C'est-à-dire que le réel, incarné par le documentaire et l'image, ça serait du réel, quoi. Et puis la fiction, ce serait totalement de la fiction. Il y a une espèce d'univocité comme ça. C'est ça qu'il veut absolument casser. Il veut mettre du 2 dans le 1. Il veut toujours que les choses se compliquent ou s'hybrident ou qu'elles se mélangent d'autres choses, et il veut restituer le fait que les choses ne sont jamais complètement coïncidentes à elles-mêmes. Tu as parlé tout à l'heure de flou temporel, mais c'est ça qui joue en fait entre 1918 et 2020. Ça crée ce que je pourrais appeler un trouble dans la temporalité, comme on a parlé de trouble dans le genre. D'un seul coup, les époques ne sont plus exactement coïncidentes à elles-mêmes. D'un seul coup, 2020 s'émiette ou se dissémine en plein d'autres périodes, parce qu'il y a des systèmes de résonance qui fait qu'il y a quelque chose de 1918 qui vient se déposer dans 2020, et puis il y a quelque chose de 2020 qui vient se déposer dans 1918, ce qui fait qu'on est dans un cinéma qui questionne quelque chose, qui dit mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre ces deux époques? Comment ça joue ensemble? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de 2020 qui porte la trace de 1918, c'est-à-dire du passif colonial, du passif britannique, choses comme ça? C'est ça qui nous arrive sensuellement devant ce film, où on travaille beaucoup. Notamment devant les plans où tu as des bâtiments de l'époque, en fait, qui sont mêlés précisément à des voitures contemporaines. Mais bien sûr, mais parce que
indépendamment d'ailleurs du fait qu'il fasse jouer 1918 avec 2020, toute époque contient plein d'époques.